d'avoir choisi TV5 Monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire ce dimanche, François Fillon versus Alain Juppé, le match des droites, le match de deux ex-premiers ministres. Qui sera le candidat de la droite et du centre pour la prochaine présidentielle en 2017? Le rapport de force s'est-il inversé après le dernier débat? Réponse dans quelques heures. Quant aux cartes du jeu politique, elles seront forcément redistribuées. En attendant, c'est dans les urnes que tout se joue. Les Français qui continuent de voter en masse. Et le français dans tout ça, tiens, on en a justement parlé lors du sommet de la francophonie qui vient de fermer ses portes à Madagascar. Une trentaine de chefs d'État réunis autour de Michaël Jean. Alors, la secrétaire générale de l'OIF divise-t-elle toujours autant à mi-mandat, tout comme les sujets qui fâchent, l'entrée de l'Arabie Saoudite dans la zone ou encore les différentes crises qui minent le pays, certains pays d'Afrique, on verra cela. Et dans la série des sujets qui fâchent, j'ai nommé le nucléaire. Et devinez où se trouve la plus vieille centrale nucléaire? Eh bien en Suisse, qui l'eût cru? Alors est-il temps d'inverser la tendance? C'était aux Suisses de trancher pour ou contre une sortie accélérée du nucléaire. Jour de votation ce dimanche et l'on se dirigerait vers un non. Mais d'abord, voici nos kiosqueurs. Yves Tréhard, éditorialiste au quotidien français Le Figaro. Ousmane Diaye, responsable du service Afrique à l'hebdomadaire Courrier International. Pierre Aski, cofondateur du site internet Rue 89, publié par le Nouvel Obs. Et puis, il est de passage à Paris, Michel Toumad, rédacteur en chef au quotidien libanais L'Orient le Jour. Merci à vous tous d'être là pour débattre de l'actualité. Vous pouvez aussi le faire depuis chez vous, sur notre page Facebook ou sur Twitter, #kiosque. Mais avant de commencer, vous le savez, l'actualité de cette semaine, c'est aussi la mort d'un géant de l'histoire du XXe siècle, le père de la révolution cubaine. Fidel Castro est décédé vendredi soir à La Havane. Il avait 90 ans. Depuis, les réactions à travers le monde se multiplient. Vous, messieurs, que retiendrez-vous du commandante Pierre Aski? Je pense que le titre du Monde hier était très adapté. C'était « Icône et tyran ». Et je pense qu'il a été les deux. Et je pense et privilégier l'un contre l'autre, c'est peut-être une erreur. C'est-à-dire que la révolution cubaine avec Castro, avec Che Guevara, quand même, qui a joué un grand rôle dans la médiatisation, comme on dirait aujourd'hui, de ce phénomène, a été un vrai événement. Mais c'est incontestable que Fidel Castro s'est transformé en dictateur et que aujourd'hui Cuba est dans un état qui n'est pas durable d'ailleurs, parce que je pense que tout ça va changer dans les prochaines années sans le clan Castro à sa tête. Mais en tout cas, l'histoire ne peut pas retenir l'un sans l'autre. Il a incarné quelque chose d'important dans l'histoire et il a été un dictateur. Castro, héros ou dictateur? Yves Tréhard? Héros, c'est peut-être un peu fort. Dictateur, c'est une certitude. Ça nous renvoie, je dirais, à l'histoire, au XXe siècle, à une période où, effectivement, notamment dans la gauche française et chez les jeunes, associé à Che Guevara, il y avait une espèce de mythologie qui avait été créée, entretenue par certains intellectuels, comme Jean-Paul Sartre, notamment. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a mis son île, je dirais, à plat, avec une étatisation comme nul autre pareil. Je pense qu'il y a assez peu de pays qui ont vécu une planification comme ça. Et comme le dit Pierre, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir comment cette île va évoluer, très vraisemblablement sous influence américaine. Mais c'est aussi, je dirais, une page très très importante de la guerre froide. Il faut rappeler l'épisode de la baie des cochons. C'était quand même... Pardon ? Une page de l'histoire qui se tourne. C'est une page de l'histoire qui se tourne. Et le nucléaire. C'est quand même le seul moment peut-être où on a frôlé véritablement la guerre nucléaire. Et il y a aussi Castro et l'Afrique, Ousmane Diaye. C'est une longue histoire d'amour, non ? Je ne suis pas d'accord avec Yves Tréhard. À un moment donné, Castro a été un héros en Afrique. N'oublions pas, et rappelons-le vigoureusement, qu'à un moment donné, il a fait basculer l'histoire du côté de la liberté. Et Castro a quand même engagé 40 000 soldats cubains de 1974 à 1988 pour défaire l'armée sud-africaine. Et cette défaite a entraîné l'indépendance de la Namibie, la libération de Mandela. Je trouve qu'à un moment donné, il faut restituer à l'histoire toute sa complexité. Oui, toute sa c'est un autre regard, sans doute tyran, mais héros. N'oublions pas aussi
l'apport en termes de formation qu'il a apporté à l'Afrique. Castro, quand même, 40 000 Africains formés, dont la plupart des médecins. Donc je pense que c'est plus compliqué. Et en plus, l'histoire est assez étonnante. C'est-à-dire, en Afrique, quand l'Occident, qui quand même critiquait Castro au nom des valeurs de liberté et de démocratie, soutenait le régime raciste de l'Afrique du Sud, le régime le plus abominable du XXe siècle, Castro le combattait. Oui, mais enfin, l'épisode des Barbudos en Angola, que je connais bien, c'est quand même pas un symbole non plus de grande liberté, avec un régime qui était quand même très, très critiquable. Oui, on peut D'ailleurs, toujours... je serais curieux de voir M. Dos Santos s'exprimer aujourd'hui, qui a épousé une toute autre politique que celle qu'il menait à l'époque. Ça serait assez intéressant. Oui, mais Dos Santos qui ne serait pas là aujourd'hui sur les Cubains. Donc il faut quand même reconnaître... Messieurs, c'est pas le débat du jour. Michel Thomas a peut-être vu du Liban. Oui. Castro. Deux mots. D'abord, lorsqu'on gouverne un pays du même fait pendant 50 ans, presque 49 ans, alors évidemment, ça n'a d'autre nom que la dictature. Alors il faut lui reconnaître quand même que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a lutté contre la tutelle ou l'influence américaine à Cuba, ça c'est un fait. À quel prix? Il est coupable de liquidation, d'arrestation en masse. D'ailleurs, après son décès, il y a des Cubains aux États-Unis qui ont fait la fête. Alors, de là à dire cette dictature, si elle a été bénéfique au peuple cubain, je pense que c'est au peuple cubain de le décider. Et on verra si le petit frère orphelin Raoul arrivera à donner une génération de successeurs à la hauteur. Pendant ce temps, ça y est, le compte à rebours a commencé en France. Dès ce soir, Juppé et Fillon devront se rassembler, travailler ensemble. Fini les rivaux d'hier, place aux alliés de demain. Après une semaine difficile marquée par le débat du deuxième tour de la primaire, vu par nos amis belges. Et si tout s'était joué d'entrée de jeu? Pour avoir une chance de rattraper Fillon, Juppé devait enflammer le débat. C'était peut-être son intention, mais voyez comment François Fillon va refroidir les initiatives. Je sais que j'ai toujours eu pour toi de l'amitié et de l'estime, et je n'ai pas changé d'avis. Cela dit, il y a des règles dans un débat. Dans un débat, on peut se poser des questions. C'est ce que j'ai fait quand tes positions ou tes propositions ne me paraissaient pas tout à fait claires. Ce deuxième tour, c'est pas un combat. C'est la présentation des projets de deux hommes qui appartiennent à la même famille politique et qui, je le pense, ont la même éthique de l'action publique. Juppé va tout de même tenter d'attaquer le programme de Fillon qui veut réduire le nombre de fonctionnaires et les faire travailler davantage sans nécessairement gagner plus. Parce que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? On ne peut pas demander à des fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins. Là, c'est un point très important. C'est un point fondamental. Parce que ça veut dire en fait qu'Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Il s'inscrit dans un système, il veut l'améliorer, il veut lui apporter un certain nombre de modifications. Moi, je considère que ces modifications ne permettront pas le redressement du pays. On a le sentiment que quand Juppé attaque, il s'y brûle les doigts. Ainsi, quand il laisse entendre que François Fillon était prêt à remettre en cause le droit à l'avortement, Fillon joue les indignés. François Fillon, qui est devenu depuis quelques jours une sorte de conservateur moyenâgeux, serait contre l'avortement. Évidemment, je ne toucherai à rien dans ce domaine. Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Moi, je n'ai rien à voir avec cette campagne. Je n'ai jamais eu un mot désagréable à ton égard sur le plan personnel. Jamais. Ni un mot de condamnation de cette campagne. Et il m'est arrivé, mais enfin, je vais pas, pour pas exagérer non plus, quand je me fais traiter d'homophobe tous les matins, je t'ai pas entendu non plus prendre la parole pour assurer ma défense. Voilà, chacun est grand. Quelques moments incisifs dans un débat où les deux hommes se sont généralement ménagés, conscients sans doute qu'après les primaires, gagnants et perdants devront rassembler leur camp. Toutes les campagnes électorales. Voilà, et avant ce débat, lors du premier tour de la primaire, François Fillon avait obtenu 44%, 28,5% pour Alain Juppé. Le favori est donc devenu challenger. Est-ce que ce genre de débat peut inverser la tendance dans les urnes, Yves Tréhard ?
Non, c'est assez rare. Dans l'histoire politique française, les débats peuvent avoir leur importance quand l'écart est très très serré. C'était le cas en 1900. Non, là il y a un écart qui est colossal. 15%, 15 points, c'est beaucoup. Il y a le débat de 74 entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing était déterminant, et il a été déterminant. Pareil en 81. D'ailleurs à front renversé, parce que là c'est Mitterrand qui avait pris le dessus par une phrase, il y avait une intensité énorme. Là, le débat n'était pas très intense, il n'était pas déterminant, parce que l'écart, encore une fois, est fort. Et puis, sincèrement, c'est les deux visages d'une même droite. Oui. J'entends dire qu'il y en a un qui incarne la droite thatchérienne et l'autre une droite chiracienne. Il faudra d'abord qu'on m'explique ce qu'est la droite chiracienne. J'ai jamais trouvé de définition à cela. Et Fillon est tout sauf un thatchérien. Je veux dire, c'est pas un libéral au sens où on l'entend. C'est pas un homme qui veut déréguler l'économie. Il veut effectivement faire des économies budgétaires, qu'il y ait moins de fonctionnaires. Mais je dirais que pour faire une comparaison avec l'offre politique actuelle, Emmanuel Macron est 100 fois plus libéral que François Fillon peut convaincre avec des arguments comme il a pris. Il s'adresse à la droite. Juste revenir sur ce que vient de dire. Il s'adresse à la droite. Il y a un point intéressant, c'est qu'effectivement, il n'est pas thatchérien. Fillon n'est pas thatchérien au sens ultralibéral, dérégulation, etc. Mais il est thatchérien dans le sens de la violence sociale, c'est-à-dire que son programme, que ce soit sur la réduction du nombre de fonctionnaires ou sur la réorganisation du monde du travail en France, est quand même beaucoup plus radical, un mot actuel un peu fourre-tout, que ce qu'en dit Alain Juppé. Donc là, il y a quand même... Il est plus flou aussi sur ces questions-là. Oui, et en plus, je pense que Alain Juppé a raison quand il dit qu'il ne le fera pas parce que c'est d'une brutalité que le corps social français, non seulement n'est pas peut-être pas capable d'absorber, mais surtout que c'est à contre-temps des évolutions économiques et du sens de l'histoire économique de la France. Je pense qu'il applique des méthodes anciennes. Mais bref, pour revenir au clivage, je pense qu'il y a un vrai clivage qui là est peut-être plus important sur la question de la société française, la diversité, la place de l'islam, le rapport à cette composante du débat public aujourd'hui, qui est un clivage qui dépasse, et c'est pour ça que la gauche s'est mobilisée pour Juppé. On va écouter peut-être... Je termine juste sur ce point. Ce clivage, il est à la fois au sein de la droite et au sein de la gauche. Vous le voyez entre Valls d'un côté et une autre partie de la gauche. Et c'est ça qui a titillé la gauche. Pourquoi la gauche vote Juppé ? Son programme économique n'est pas plus à gauche que celui de Fillon. Sur cette question de la fibre dans la société française, comment on traite la société française, je pense que Juppé rejoint une partie du centre et de la gauche. Française, et on ne retrouve pas chez Fillon des accents sarkozystes, et ce n'est pas ça qui plaît finalement, Ousmane Diaye. Enfin, moi, je pense que c'est normal. Hein. Il a été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. On n'en sort pas indemne. Après, ce qu'il faut dire, l'électorat de droite, et Yves Tréhard a raison de le rappeler, il s'adresse à un électorat de droite. Et moi, je trouve que l'électorat de droite en France est plus cohérente. Elle est très cohérente. Finalement, elle a voté sur ses fondamentaux. Et il est certain que sur les questions de société, Fillon est plus à droite. C'est pour ça la petite tactique du dimanche de la gauche, je la trouve assez inefficace, finalement. C'est une sorte c'est assez désespérant. C'est-à-dire la gauche n'essaie plus d'avoir, et là, Fillon a eu raison dans le débat de citer Gramsci, c'est-à-dire il ne peut y avoir de victoire politique sans victoire idéologique. La gauche n'essaye même plus de convaincre. C'est-à-dire, elle a tellement acté la défaite qu'ils se disent qu'il faut transformer la primaire de droite en référendum. C'est-à-dire, la gauche a organisé au premier tour un référendum anti-Sarko, et là, elle est en train d'organiser un référendum anti-Fillon. Ce qui brouille. Alors, c'est assez dangereux, ces stratégies, parce que je trouve que ça accrédite une thèse assez populiste qui est de dire tous les mêmes. Or, je trouve que c'est pas vrai. Et je pense que aussi la gauche française, enfin, j'espère ne pas paraître prétentieux en disant ça, pour de vrai, elle est la gauche la plus bête du monde. C'est-à-dire, il aurait fallu quand même comprendre ce que la gauche britannique, parce qu'on parlait de Thatcher, a compris. C'est-à-dire, au lieu de s'inscrire dans la droite, s'inscrire à l'UMP pour voter, il aurait fallu s'inscrire au moment du congrès du Parti socialiste et essayer de restituer le Parti socialiste à la gauche. C'est-à-dire, pour moi, l'exemple de la gauche, c'est Momentum.
C'est-à-dire, à un certain moment, comme il y avait un décalage entre la base qui est plus à gauche, aujourd'hui, on est certain que la base du Parti socialiste est plus à gauche que Valls. Alors, on va revenir sur les primaires à droite, quand même, un projet radical pour Fillon, une identité heureuse pour Alain Juppé. Michel Touma, comment le Liban perçoit cette primaire et ces deux hommes? Oui, je pense que nous, enfin, je ne me permettrai pas de m'immiscer évidemment dans la présidentielle. Mais permettez-vous, vous êtes là pour ça. Oui, mais il y a un volet qui nous concerne directement à nous, Libanais, et plus précisément aux Libanais chrétiens. C'est la position à l'égard de la Syrie, à l'égard de Bachar. On va revenir sur la politique. À l'égard de Bachar, c'est ce volet on va revenir sur la politique. Mais qui nous une idée, un point de vue peut-être sur ces deux hommes? Je pense que les positions de Alain Juppé sont, enfin, de mon point de vue, beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus justes, disons. Si on veut se baser sur des valeurs, sur certaines valeurs. Alors, est-ce que c'est cette Europe pessimiste, fermée sur elle-même, qui est en train de gagner du terrain en France? Non, mais attendez, Yves Tréhard. On fait des amalgames qui sont inquiétants, je trouve. Alors on nous dit, il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, il y a eu Trump, donc en France, il y aura nécessairement Marine Le Pen. Donc Renzi va perdre le référendum la semaine prochaine. Chaque pays a quand même une identité, une histoire et un électorat singulier. Je dirais que d'une certaine façon, la victoire de M. Fillon, c'est l'anti-Trump au possible, si vous voulez. C'est l'anti-Trump au possible. Si Nicolas Sarkozy, qui incarnait un petit peu ce qu'était Trump, c'est-à-dire une espèce de vulgarité dans la façon de faire de la politique, a été renvoyé chez lui, renvoyé par le peuple de droite, si peuple il y a d'ailleurs, enfin par les électeurs, mais renvoyé fermement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Fillon, qui fait une campagne, là, qui, à mon avis, ne sera pas la campagne qu'il fera après. Pourquoi Fillon est élu, là? Mais parce qu'il fait plaisir à l'électorat de droite. Parce que Juppé n'a rien compris à sa campagne, Juppé. Juppé s'est trompé de débat. Mais complètement. Juppé, il a fait une campagne pour la présidentielle. Là, il s'adresse à 5, 6, 7 millions de Français qui ne sont pas tous allés voter et qui veulent que la droite soit droite dans ses bottes, qu'elle s'affirme et tout. Il s'est complètement trompé. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est que Fillon, s'il devient président de la République, ce qui n'est pas du tout écrit, mène conduise une politique qui soit encore bien moins ambitieuse que celle qui a été présentée par M. Juppé, parce qu'il y a quand même des résistances dans ce pays. Donc il faut faire très attention à ça. Madame Merkel, par exemple, qui a annoncé qu'elle allait se représenter pour un 4e mandat. Madame Merkel, elle est quand même la personnalité la plus populaire aujourd'hui en Allemagne, même si c'est plus difficile qu'hier pour elle, à cause de la crise des migrants. Je suis entièrement d'accord avec Yves Tréhard pour une fois. Fillon, c'est l'anti-Trump. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, le vrai phénomène politique auquel on assiste, c'est que la droite s'est trouvée un nouveau chef. Et que c'est la droite traditionnelle, c'est un parti structuré qui a pratiqué l'alternance, etc. Aux États-Unis, Trump, il a fait une OPA sur le Parti républicain. C'est pas un cacique du Parti républicain, il n'a eu aucune expérience politique. Donc on est dans le système qui a réussi à se régénérer, peut-être pour la dernière fois si Fillon, s'il est président, s'il échoue. Mais en tout cas, l'équivalent de Trump en France en termes de sociologie et d'incarnation de les exclus de la mondialisation qui protestent, c'est Marine Le Pen. Et l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat de base de Marine Le Pen, il continuera à voter Front National parce que Fillon, son programme économique n'est pas en leur faveur. Le programme économique de Fillon reste en faveur de la bourgeoisie de droite française. Et elle l'a bien compris. Après, néanmoins, moi je pense qu'il est certain qu'il y a le conservatisme est en forme en Europe. C'est-à-dire, vous prenez la Hongrie, la Pologne. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui relève d'une lame de fond en Europe et qu'il faudra à un moment donné. Conservatisme et populisme, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit conservatisme, c'est-à-dire le nombre de pays la question de l'avortement a été reposée en Espagne, reposée en Pologne. C'est pas un retour. Soyons honnêtes sur la question de l'avortement n'est absolument pas. Non, mais je veux le dire. Mais que le débat soit posé. Le débat n'est pas posé dans la société. Elle est posée. Je suis désolé. Ça, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie intellectuelle qui a été
envoyé par Juppé, et plus que par Juppé, par ses équipes, pour déstabiliser Fillon. Il est quand même soutenu Fillon n'a jamais... par toute la France, Fillon n'a jamais parlé d'avortement dans sa campagne. Jamais. À aucun moment. Il a eu un propos ambigu devant son scandale. Parlons de la filiation. Là, d'accord, il a été très clair. C'est dans son programme. Il veut revenir sur la filiation. Il a dit que c'était un droit, mais pas un droit fondamental. Mais l'avortement, c'est parce qu'on lui a posé la question, mais il en a. Et il a dit qu'à titre individuel, il était contre. Je trouve que là, c'est une chasse aux sorcières qui ne grandit pas pour le coup le débat politique. Il faudrait qu'on sorte de ces schémas-là et qu'on l'attaque en revanche sur la filiation, ça. Alors, ça, on a vu aussi cette semaine que Fillon avait un petit problème avec les programmes d'histoire enseignés à l'école et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. Comment considérer ces propos de François Fillon? Festival de conneries, parce que moi je pense qu'il faut restituer... Enfin, l'histoire est libre, c'est pas aux politiciens, ni de gauche ni de droite, d'écrire l'histoire. Il faudrait qu'à un moment donné, ça soit acté définitivement. Je veux dire, Fillon n'a ni les compétences, à ce que je sache, pour écrire l'histoire de France. Ce n'est pas une nouvelle maladresse après l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire de Sarkozy qu'on connaît. On est très loin de la sortie de Sarkozy sur l'homme africain. Là, il a le droit d'avoir une opinion sur c'est pas une opinion, c'est une décision. Il dit que si j'arrive au pouvoir, je vais changer les programmes. Non. Là, on parle de ce qu'il vient de dire. On ne parle pas de ce qu'il a dit jeudi dernier, qui est faux d'ailleurs, parce que quand il a dit qu'on n'enseignait plus Napoléon, qu'on n'enseignait plus Clovis et tout ça, il a tort sur toute la ligne, parce que vous prenez les... Après, peut-être qu'on peut estimer, mais ça c'est chacun qui voit, si la part accordée à ces figures de l'histoire française n'est pas assez grande, ça c'est d'accord. Mais l'extrait que vous nous montrez là, il a tout à fait le droit, et en plus il ne ment pas quand il dit que c'est pas la France qui a créé l'esclavage, ça c'est vrai. Il ment quand il dit que le colonialisme c'était une façon de partager sa culture. C'est un mensonge. François Hollande a reconnu. Mais l'esclavage, c'est pas lui qui l'a créé. François Hollande a reconnu pendant son séjour à Madagascar le massacre de dizaines de milliers de Malgaches après le soulèvement de 1947 à Madagascar. Le partage des cultures. Ça c'est vrai. Non, mais c'est une vision. C'est une vision dangereuse. Une vision édulcorée de l'histoire et du monde qui est quand même. Messieurs, on va peut-être avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Il y a un homme dans tout ça, dans tout ce débat-là, qui a visiblement son mot à dire également. Une influence à l'échelle mondiale, du Brexit à l'élection de Trump, en passant par la surprise Fillon. C'est lui, écoutez. Au premier abord, il est fermé, réservé. Mais malgré ses manières très européennes, dans le bon sens du terme, il est capable de défendre son point de vue. Nous avons travaillé ensemble avec François quand il était chef du gouvernement français et moi chef du gouvernement de la Fédération de Russie, de 2008 à 2012. Il y a eu vraiment beaucoup de rencontres et nous avons développé de très bonnes relations personnelles. Voilà, Poutine qui intervient dans une primaire française, dans une élection française, c'est du jamais vu. Michel Toumain. Oui, ça, effectivement, et ça, nous les Libanais, on sait on a pâti de ça, des puissances étrangères qui interviennent dans des élections locales. Mais moi, je voudrais revenir sur un slogan qu'a lancé François Fillon il y a quelques jours et qui, d'après moi, résume un peu, qui est très accrocheur et qui résume un peu le problème existentiel un peu auquel est confrontée la France. Il a dit « La France n'est pas un pays multiculturel. C'est un pays, donc, ceux qui veulent vivre en France doivent assumer. Je pense que ça, c'est un problème fondamental de base. Il a une position qui est, alors là, on ne peut plus classique pour la droite française. C'est-à-dire qu'après, ça dépend où on met le curseur, mais il est pour un pays où on intègre les étrangers qui viennent dans ce pays. Nicolas Sarkozy, lui, était parti pour parler de l'assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation, ça veut dire que vous faites en sorte que les étrangers qui viennent vivre chez vous, qui s'installent chez vous,
coup, rompent même avec leurs racines culturelles, tout ça. J'ai pas entendu ça, j'ai jamais entendu ça chez Fillon. Et si vous prenez le discours d'une partie de la gauche, c'est le même discours, c'est-à-dire l'intégration. Mais ça prête à confusion quand même. Non, il a dit qu'il n'était pas multiculturel. Alors, il faut faire une précision précise, très simple, rapide. Vous avez deux modèles en Europe, on va dire. Vous avez le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, et en France, eh bien, vous avez l'intégration, qui est partie prenante aussi de cette laïcité dont on est quand même une des incarnations dans le monde. Hein. La France est un pays laïque, c'est inscrit, c'est vraiment une donnée fondamentale de sa constitution, et de sa constitution, j'entends, de sa constitution, de sa formation, et là, Fillon a un propos on ne peut plus classique, qui est le même que celui de Valls. Hein. On va revenir sur cette déclaration de Poutine, s'il vous plaît. Ousmane Diaye, comment traduire cette déclaration? Je ne sais pas, moi, je suis comme Michel Touma. Hein, en Afrique, on a une tradition de l'ingérence de la droite française, Juppé comme Fillon. Oui. Donc, bon, ça c'est la même chose, en fait. Oui, bon, écoute, c'est l'arroseur arrosé. Bon, voilà, il y a une part de gaullisme historique dans l'idée d'être entre les deux blocs. Il n'y a plus de deux blocs aujourd'hui de la même manière, mais en tout cas de servir de passerelle, etc. Je trouve que Fillon, il a mis le curseur un peu trop du côté d'un rapprochement avec Moscou qui, moi, je trouve malvenu. C'est-à-dire que parce qu'il est complaisant. Mais peut-être que ça changera la donne sur la Syrie, par exemple. Ça changera complètement la donne dans la mesure où si la une France, alliance Trump, mais aussi Poutine, Fillon. Ça change la donne dans la mesure où on rétablit un dictateur à la tête de la Syrie. Oui, bravo. Je ne pense pas que ça arrête le conflit. Je ne pense pas que ça résolve le problème. Quel est le Syrien réfugié qui va retourner dans le pays qui est toujours dirigé par la personne qui est à l'origine de son départ? Il y a une part d'irrationnel dans cette histoire. Une partie du discours que tient Fillon qui est de dire notre ennemi c'est Daesh, donc on va s'allier avec les gens qui le combattent, et c'est très rationnel, sauf que la Russie a fait 95% de ses frappes contre l'opposition non djihadiste et 5% sur Daesh. Donc il y a un moment où il faut... Voilà, le débat est totalement biaisé, et je pense qu'il y a un éclaircissement qu'il va falloir faire. C'est un sujet qui vous concerne de près, vous êtes pays voisin de la Syrie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je prends le cas précis d'Alep. À Alep, d'abord, il n'y a pas d'État islamique. Un. Deux, les combattants djihadistes de Al-Nusra ne représentent qu'à peine moins que 10% des combattants qui sont à Alep. Or, toute la bataille maintenant est axée sur Alep. Poutine a fait marcher son rouleau compresseur. Je pense qu'il est en train de détruire la partie est d'Alep. Ça, ce n'est pas un combat contre l'État islamique. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le ministre français de la Défense qui l'a annoncé il y a quelques jours, qu'entre 80 et 90% des frappes russes ont visé l'opposition dite modérée, entre guillemets, donc non djihadiste. Oui. Alors, pour retourner au problème de Bachar, qu'il faut coopérer peut-être avec Bachar pour combattre l'État islamique. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que le régime syrien, père et fils, est un régime qui est passé maître dans la politique du pyromane pompier. C'est-à-dire, ils allument un feu, ils créent un conflit pour se poser par la suite en alternative au problème qu'eux-mêmes ils ont créé. Et ça, nous, au Liban, et surtout les chrétiens du Liban, nous avons vécu ça et nous avons payé ça de notre sang. Primaire de la droite, un scrutin qui aura mobilisé plus qu'au premier tour, et pour cause, celui qui sera élu ce soir candidat de la droite et du centre sera peut-être le prochain président de la France le 7 mai prochain. L'actualité, c'est aussi cette rencontre qui marque le retour de Madagascar dans le concert des nations, le sommet de la francophonie qui s'est achevé il y a quelques heures. Tananarive, où l'on rejoint notre envoyé spécial Paul Germain. Bonsoir. Paul, ça y est, le 16e sommet de la francophonie est terminé. Bonsoir. La déclaration finale a été signée. Quelles sont les grandes conclusions à retenir ? Eh bien, je pourrais les résumer en deux mots, Khorovats et couscous. Khorovats parce que c'est un plat arménien, et c'est l'Arménie qui va organiser le prochain sommet de la francophonie dans 2 ans. Et couscous parce qu'en 2020, eh bien, ce sera la Tunisie. Les deux pays, en fait, se disputaient ce droit, et on voit bien que les organisateurs de la francophonie ont voulu donner raison à l'un et à l'autre. 2020, ce sera en même temps les 50 ans de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, et les 20 ans de la mort de Bourguiba. Et puis l'autre grande nouvelle, c'est que nous ne sommes plus
80 dans l'espace francophone, mais 84, il y a 4 pays qui ont été acceptés. Il y a l'Argentine, la Corée du Sud, l'Ontario et la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant à dire, c'est que l'Arabie saoudite a été recalée. On sait bien qu'il y avait beaucoup de polémiques autour de cette candidature, l'Arabie saoudite qui souhaitait entrer dans la francophonie, mais on sentait bien que c'était mal parti pour les Saoudiens, surtout lorsqu'on a entendu les discours lors de la cérémonie d'ouverture, discours qui mettaient l'accent sur les valeurs de la francophonie. Il y a eu notamment ce discours de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui a dit qu'il était un féministe. Là, on sentait que les carottes étaient cuites pour les Saoudiens. Paul, est-ce que Michaël Jean a réussi son pari dans tout ça, à mi-mandat, donner un plus grand rôle à la francophonie ? Il ne faut pas le cacher, la francophonie a toujours eu une certaine frilosité politique, mais on a quand même l'impression qu'il y a des petites choses qui sont en train de bouger, de changer. Par exemple, le fait d'avoir recalé l'Arabie saoudite, c'est déjà un geste, un signe politique. Et puis on constate aussi que les condamnations de l'OIF à l'égard des pays membres qui ne respectent pas la bonne gouvernance, je pense notamment au Burundi, je pense à la RDC, eh bien, ces condamnations sont ressenties de plus en plus mal par les pays concernés, ce qui prouve en quelque sorte que l'OIF a un certain poids. Et Paul, on a vu aussi que c'était très chaud hier entre les Québécois. Le baiser sur la bouche entre Michaël Jean et Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, ne nous aura pas échappé, regardez. On l'a vu, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paul Germain ? On a vu les images ici à Paris. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre québécois, nous on les a vus ici aussi, moi je l'ai presque vu en vrai, mais l'un et l'autre, Michaël Jean et le Premier ministre québécois ont juré que ce n'était pas fait exprès, que c'était même pas un acte manqué. Évidemment, c'était non intentionnel, on le sait bien. Paul Germain, en direct de Tananarive, merci pour toutes ces précisions. Alors, l'OIF s'impliquant dans les grands enjeux de ce monde, c'est légitime ? Ah oui, complètement. Moi, je trouve que, si vous voulez, et je trouve que la France est d'une timidité terrible là-dessus. Non pas sur un plan culturel, linguistique, mais... je trouve que la France... C'était un rôle qu'on lui avait assigné peut-être à tort, oui. le côté culturel de l'OIF. Et la France n'est pas le seul pays de la francophonie, ça n'aura échappé à personne. C'est pas à elle de faire du néocolonialisme avec ça. Néanmoins, je trouve que la France ne se sert absolument pas de cet espace de francophonie, de cet espace francophone, pour être à l'offensive sur le plan économique. Regardez la Grande-Bretagne avec le Commonwealth, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il est de plus en plus question du Commonwealth avec le Brexit à Londres. Et je trouve que la France a complètement occulté, ne s'est jamais servi de la francophonie comme étant un moyen de faire rayonner l'économie francophone. Et c'est un grand tort. Il y a eu des rapports de fait là-dessus. Alors, je sais qu'il y a des gens qui le détestent, d'autres qui l'aiment bien. Mais par exemple, Jacques Attali a fait un rapport très intéressant il y a quelques années sur la francophonie comme, justement, espace culturel, certes, mais surtout comme espace économique qui peut faciliter les échanges entre les pays. Et ça, il faudrait que ça ait une réalité. Et c'est peut-être ça aussi, le virage Michaël Jean. Plus d'implication. C'est ce qu'elle avait annoncé. Moi, jusqu'ici, j'avoue que c'est assez timide. Et alors, la question qui est fondamentale, c'est quel poids politique les États veulent donner à la francophonie. C'est-à-dire, elle intervient avec un projet qui, à mon avis, est très juste, transformer la francophonie, qui est un projet culturel au départ, en projet économique. En même temps, ça intervient dans un contexte de restrictions budgétaires. C'est-à-dire, on lui demande de faire plus en coupant des budgets. Pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Donc, à un moment donné, la question, c'est vraiment au niveau des États. Yves a raison de dire que la France a été très timide là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les États, en tout cas les États surtout moteurs, est-ce qu'ils veulent vraiment porter le projet ? Et là, jusqu'ici, je trouve que
Non, plutôt non. Et on la note réponse. toutefois des Pas absences assez, en au tout cas. sommet. Joseph Kabila de la RDC, Denis Sassou Nguesso du Congo. Le message est clair, Pierre Aski. Moi, pour être très très honnête, j'ai jamais compris à quoi servait l'organisation de la francophonie. Parce que soit c'est une gigantesque alliance française chargée de faire rayonner la langue française, mais c'est pas tout à fait suffisant. Et en plus, on l'élargit aujourd'hui. Là, on a entendu que la Corée du Sud, par exemple, vient d'adhérer. En tant qu'observateur. Oui, mais quel sens ça a, la Corée du Sud a des liens amicaux avec un certain nombre de pays francophones. Il n'y a pas de francophonie véritablement. L'Argentine et l'Ontario également. Voilà. Donc là, il y a le modèle de ce qu'on a voulu faire de l'OIF n'apparaît pas clairement. Moi, je pensais que quand Michaël Jean serait élu, ça donnait le signal de quelque chose de nouveau. Force est de constater quand même que tout ça est bien limité. Et même, alors vous parlez de Kabila par exemple, sur les conflits internes à l'espace francophone, donc la gouvernance, le respect des institutions, etc., c'est pas au sein de la francophonie que ça va se régler. Et lorsqu'un chef d'État n'est pas content de la francophonie, ben, il vient pas et il ne se passe rien. Donc, et il y a aussi cette image d'Ali Bongo à la gauche de François Hollande lors de la fameuse photo de famille. Ça y est, on est passé à autre chose après les élections au Gabon. Ouais, c'est ça aussi, la francophonie. J'espère pas, mais il y a un truc qu'il faut souligner quand même. Jusqu'ici, l'implication politique de la francophonie est une implication sur le terrain, par exemple pour les élections. Avec Michaël Jean, la francophonie qui traditionnellement avait des missions d'observation dans les élections ne l'a plus. Officiellement, je crois que c'est pour des raisons budgétaires. Donc même l'affirmation politique freine et bute à la fois sur une question de vision, de projet, mais aussi de moyens. Et un mot peut-être sur le discours de Justin Trudeau, le président canadien. Oui, c'est un discours... mais Justin Trudeau, il prend tout le monde à contre-pied, de toute manière, sur tous les sujets, à peu près. Hein. Mais de toute manière, le Canada est, je dirais, un artisan essentiel, si on veut que la francophonie existe. Et surtout qu'elle se développe. Le problème, c'est que, je vous dis, elle est complètement aujourd'hui occultée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. On se demande à quoi elle sert, quoi. Sauf à ce qu'ils se réunissent une fois tous les 2 ans. On n'a pas Ousmane, tellement... vous avez entendu le discours de Justin Trudeau ? C'est pas étonnant, parce que jusqu'ici, paradoxalement, historiquement et jusqu'à présent, la France n'a jamais été le moteur de la francophonie. C'est les Africains qui l'ont été, Senghor à Manu Diori, et plus tard, le Canada a pris le relais. Donc oui, le Canada continue d'essayer d'impulser un leadership de la francophonie. Et justement, l'Afrique, on a vu ces derniers jours que les francophones font aussi grincer des dents. Au Cameroun, par exemple, cette manifestation à Bamenda, tout a commencé par une grève des enseignants anglo pour protester contre le recrutement de professeurs franco, mais au-delà de ça, c'est surtout un sentiment de marginalisation de la population anglophone. Comment expliquer ça ? En fait, il faut faire attention. Et je trouve que, et ça aussi, ça rejoint l'absence d'un débat sérieux sur la vision, sur le projet francophone. Au départ, quand le projet francophone était pensé, non pas comme le français exclusivement, il était pensé comme un projet de diversité, de plurilinguisme. C'est-à-dire, Senghor l'a assez bien théorisé. La francophonie, c'est à la fois, surtout en Afrique, un désir de lien avec la langue française, qui est une langue d'ouverture au monde, mais aussi une forme d'ouverture aux langues locales. Et Senghor l'a théorisé, l'a pratiqué. Senghor a fait entrer dans le dictionnaire, en tout cas dans la langue française, un certain nombre de mots africains. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus de débat sérieux sur la substance même de la francophonie, on a tendance à le comprendre juste comme un projet colonial. C'était donc, oui, d'où les incompréhensions et les résistances. Les manifestations que vous avez montrées, là, il ne faut pas oublier non plus le contexte politique avec un Paul Biya. C'était aussi une partie de l'opposition qui n'a jamais au sommet de la francophonie. Moi, je me demande, d'ailleurs, il y a un gros point d'interrogation sur le Cameroun, sur l'avenir du Cameroun, parce que Paul Biya, il n'est pas immortel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un gros point d'interrogation. Et le Liban, il y a aussi le Liban et la France. Hein, c'est une grande histoire d'amour. Je rappelle que le Liban est un protectorat et non une colonie. Michel Thomas. Oui, tout à fait. On était sous mandat. Alors moi, je voudrais ici, à ce sujet, axer un peu sur la dimension politique de la francophonie. On a évoqué la dimension économique. Alors là, la dimension politique, c'est un grand mot, c'est un objectif un peu trop ambitieux. Mais je pense que si la francophonie peut être
Et ça, c'est un point qui a été soulevé lors du sommet qui a eu lieu à Beyrouth en 2002, le sommet de la francophonie, qui a mis en relief un peu la dimension politique de la francophonie. Si la francophonie peut être un espace qui peut rappeler et axer certains fondamentaux. Vous dites que le tournant politique s'est déroulé au Liban en 2002. A été relancé et confirmé lors du sommet de Beyrouth 2002. Il a été pris lors du sommet qui a eu lieu avant Beyrouth. Mais ce que je voudrais dire au sujet de la dimension politique, c'est que si la francophonie peut être un espace qui réaffirme l'attachement à certains fondamentaux, à certaines valeurs, certains principes, comme l'ouverture, vous avez parlé d'ouverture un peu sur l'autre ou sur une politique d'ouverture, comme l'attachement à des valeurs démocratiques ou au respect des droits de l'homme, ça pourrait être utile, ça pourrait être à la limite. Et je pense que un des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement un peu partout dans le monde, c'est l'absence de repères et l'absence de valeurs. Il y a une absence totale de repères un peu partout dans toutes les sociétés. Alors autre chose, on a parlé aussi tout à l'heure du refus de l'Arabie Saoudite dans la francophonie. On a compris que c'était la question embarrassante de ce sommet. Il faut dire que c'était assez curieux. Oui, c'était très curieux. Moi, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, mais on est encore dans cette confusion terrible. Et là, on se heurte effectivement à la question des valeurs qui a été mise en avant. La charte de la francophonie prévoit l'égalité homme-femme, par exemple, qui n'existe pas en Arabie Saoudite. Et je pense que, en même temps, on a fait rentrer le Qatar et les Émirats Arabes Unis qui sont dans l'organisation de la francophonie. Donc, il y a eu une politique de porte ouverte à un moment qui n'était pas basée tant sur des valeurs que cette idée qu'on allait faire de cette organisation une organisation d'influence dans la gouvernance mondiale. Le Qatar fait partie aussi de la francophonie. Oui, il en fait partie, oui, ce que j'ai dit. Ils ont adhéré, le Qatar et les Émirats. Oui. Donc l'Arabie Saoudite s'est dit, moi aussi. Mais pour faire quoi ? C'est ça que je ne comprends toujours pas, c'est qu'on a élargi, on a créé une des grandes organisations internationales en termes de nombre de membres aujourd'hui, sans peser réellement sur une gouvernance mondiale qui est pourtant bien déficiente en ce moment. Je veux dire, les Nations Unies sont paralysées par les nouveaux affrontements de puissance et la francophonie pourrait jouer un rôle d'apaisement des tensions et des conflits. Elle ne le fait pas, elle n'en a pas les moyens et elle n'en a pas même l'essence politique pour le faire. Et le Qatar qui vient d'ailleurs de payer sa cotisation lors de ce sommet, qu'il n'avait pas payé du sommet. Depuis 2012, 3,3 millions d'euros, rien que ça coûte cher en fait, de faire partie de cette grande famille francophone. Le problème des critères d'adhésion à la francophonie, ça c'est un problème. Si on veut que l'espace... Le coût, vous voulez dire? Non, les critères politiques d'admission, oui. C'est-à-dire admettre des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas certaines valeurs démocratiques, qui ne respectent pas les droits de la femme. Vraiment, ça pose un problème de base qui remet en question l'un des objectifs possibles de la francophonie. Désormais, 84 États ou gouvernements membres qui ont le français en partage, une histoire d'amour qui dure, passionnelle. Parfois, prochain sommet en 2018, donc rendez-vous en Arménie. Autre sujet qui nous concerne tous, les centrales nucléaires, mais cette fois ça se joue en Suisse. Leur fermeture accélérée est entre les mains de son peuple et quoi de plus normal, on a donc voté ce dimanche chez nos amis helvètes. Mais pour bien comprendre l'enjeu de ces votations, explication. Le nucléaire en Suisse, c'est une réalité depuis 1969 et la mise en service de Betznau. À l'époque, on décrit les centrales comme la solution pour assurer l'approvisionnement électrique. D'ici l'an 2000, il faudrait en construire 6 ou 7 de plus si l'on ne veut pas assister à un rationnement de l'électricité. Mais très vite, le nucléaire inquiète. Une partie de la population n'en veut pas. La catastrophe de Tchernobyl renforce la méfiance des Suisses. Celle de Fukushima en 2011 décide le Conseil fédéral à tirer la prise du nucléaire. On s'est prononcé pour ce scénario de sortir du nucléaire parce que techniquement c'est possible, économiquement c'est possible. Interdiction désormais de construire de nouvelles centrales. Mais celles qui existent restent en fonction tant qu'elles sont sûres. Insuffisant pour les Verts, leur initiative demande de débrancher rapidement les réacteurs. Les centrales suisses sont trop vieilles, plus de 40 ans de moyenne d'âge. Il y a 151 centrales nucléaires qui ont été arrêtées dans le monde, elles avaient une moyenne d'âge de 26 ans. Alors, les centrales helvétiques sont-elles vraiment un danger pour la population aujourd'hui ?
La Suisse peut-elle se passer du nucléaire? Place au débat. Voilà, place au débat dans quelques instants, mais d'abord, direction Genève, où nous attend Michel Cheruti de la RTS. Michel, bonsoir. Clairement, on se dirige vers un non. Les Suisses ne veulent pas de cette sortie accélérée du nucléaire. Ah oui, Lydia, bonsoir. Oui, c'est plus qu'une direction, c'est officiel. Effectivement, les Suisses ont rejeté aujourd'hui cette sortie possible du nucléaire par 54,2%. Donc c'est une décision qui est nette sans que ce soit véritablement une gifle pour les initiants, clairement. Et je remets mon oreillette, simplement, je vous entends avec un écho, ce qui n'est pas très agréable. Voilà. Mais nous, on vous a entendu. Comment, Michel, vous expliquez ce refus de cette initiative et non un référendum ? Alors, je pense qu'il y a 3 raisons à cela qui ont joué. Tout d'abord, l'émotion qui a suivi la catastrophe de Fukushima est bien retombée. Donc, on est revenu dans de la raison et pas simplement dans de l'émotion. Et cette raison a amené simplement les Suisses à se poser la question de se dire, voilà, aujourd'hui, le nucléaire compte pour 30% de l'approvisionnement énergétique. Donc, si on sort très rapidement, c'est ce que souhaitaient les initiants, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, 3 des 5 réacteurs auraient été fermés et d'ici 2029, il n'y aurait plus d'énergie électrique provenant du nucléaire. Par quoi on la remplace ? Parce que les renouvelables, bien évidemment, ne sont pas prêtes. Il aurait fallu importer cette énergie. 2 solutions, évidemment, sont les premières, c'est-à-dire celle d'importer de l'énergie en France, qui est aussi du nucléaire, ou d'Allemagne, qui, on le sait désormais, fonctionne beaucoup avec des centrales à charbon, puisque eux sont déjà sortis du nucléaire. C'est-à-dire que, alors évidemment, on résolvait le problème à l'échelle suisse, mais à l'échelle globale, rien n'était résolu du tout, puisque finalement, la pollution, les problèmes environnementaux, eux, étaient exportés, entre guillemets. Et puis la troisième chose, on l'a entendu dans le sujet qui précédait, c'est que le gouvernement suisse, lui, a déjà mis en place une sortie du nucléaire, alors qui est assez vague, on va dire ça comme ça. On prévoit qu'à l'horizon 2050, la Suisse fonctionne plus sur des énergies renouvelables et sortent complètement du nucléaire, mais il n'y a pas véritablement de contraintes limites. C'est une fois que les centrales seront vraiment arrivées au bout de leur vie, on les fermera, il n'y en aura pas d'autres qui seront construites. Donc aujourd'hui, finalement, les Suisses n'ont pas véritablement voté sur le pour ou contre de l'énergie nucléaire, mais plutôt sur quand les Suisses ou la Suisse va sortir de ce nucléaire. Alors on n'a pas voulu une sortie précipitée, on n'a pas voulu que 3 des 5 centrales soient fermées l'année prochaine. On souhaite que cela se passe de manière plus échelonnée d'ici 2050 sans qu'on sache exactement comment ça va se passer. Michel Cheruti, merci pour toutes ces précisions en direct de Genève. Voilà, 54,2% de refus. Ça vous surprend, ce nom des Suisses ? Non, ça montre quand même que le pays est très partagé. Et ça donne aussi une certaine leçon chez nous, parce que vous savez que le référendum, alors là, c'était d'initiative populaire. C'est ça. C'est pas un référendum comme on l'entend. Exactement. Mais nous, c'est impossible. Je veux dire, une question posée dans notre pays où tout de suite ça soulève des passions déraisonnables, et puis où tout de suite c'est associé à la personne puisque le référendum d'initiative populaire, il est resté dans les limbes des réformes non faites, est toujours associé à la personne qui pose la question. Néanmoins, c'est une question qui se pose vraiment chez nous. Je rappelle que pour les Suisses, c'est 30%, 35% de leur électricité. Un référendum comme ça, chez nous, c'est 75% chez nous, aujourd'hui, avec une industrie des énergies renouvelables qui est quand même dans laquelle on n'investit pas beaucoup. D'ailleurs, il y a une responsabilité des politiques qui est très forte. Et même si la gauche venait à être battue à la prochaine présidentielle, puisque la gauche avait comme projet de réduire la part du nucléaire dans l'électricité. Je crois qu'elle va partir, si elle part l'année prochaine, sans que rien ne soit fait, sauf des déclarations d'intention dans les textes. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si la droite, qui s'est affirmée comme voulant rester à ce niveau-là, enfin, il y avait guère que Nicolas Sarkozy qui s'était exprimé, et ça serait intéressant, je pense que le débat va se poser. Un référendum comme celui-ci en France est possible ? Non, pas pour les raisons que vient de dire Yves, c'est qu'un référendum en France tout de suite pose la question de pour ou contre le président, quel qu'il soit. Donc on ne répond jamais, en France en tout cas, à la question qui est posée. Mais là où le verdict de l'électorat suisse est intéressant, c'est que
effectivement, il y a une contradiction à vouloir fermer vite le nucléaire sans avoir de solution alternative, ce qui oblige à recourir à des solutions qui sont plus polluantes. Comme le charbon et comme l'Allemagne a fait. Etc. L'Allemagne est sortie du nucléaire, mais en même temps, elle a dit oui pour le charbon. Voilà, mais dans l'autre sens, ne pas donner de calendrier comme le prévoit actuellement le gouvernement suisse, c'est-à-dire de dire on va un jour fermer le nucléaire, n'est pas incitatif à mettre en place des solutions alternatives. Ce qui s'est passé en France au cours du mandat de François Hollande est très significatif. Il y a eu un accord avec les écologistes qui faisaient partie de la coalition initiale et que, au bout du compte, à la fin de ces 5 ans, on n'aura pas fait grand-chose, effectivement, pas une seule centrale fermée, et le plan de construction d'énergie renouvelable est quand même très faible, très limité. Le poids des lobbies en France est extrêmement fort et a bloqué cette évolution. Donc il y a un vrai souci. Je pense qu'il y a un désir collectif, malgré tout, de s'éloigner de cette technologie qui, depuis Tchernobyl puis Fukushima, est associée quand même à une inquiétude quelque part dans notre tête qu'un jour, peut-être que ça peut arriver chez nous. Et c'est tellement désastreux. Et qui dit production nucléaire dit ressources en uranium. Et les pays producteurs ne sont pas ceux qui disposent des ressources. Et peut-être en Afrique que se trouve la solution pour une sortie du nucléaire. Enfin, il faut fermer le robinet. Non, mais l'Afrique ne peut pas fermer le robinet parce que l'Afrique est contrainte à imposer. La France est premier producteur mondial d'uranium alors qu'il n'y a même pas un gramme d'uranium sur le sol français. Le président nigérien, le Niger qui fournit l'essentiel de l'uranium à la France, pendant longtemps n'a pas voulu renouveler le bail avec Areva. Il a été contraint, il l'a fait du bout des lèvres, je veux dire. Pour dire que la question, et ça c'est dommage qu'on ne relie pas les questions, parce que la question du nucléaire n'est pas une question européenne, bien que l'Europe qui en bénéficie, je pense que c'est les enjeux, surtout les enjeux néfastes, c'est au-delà. Mondiaux, civils au-delà de la question, oui, même des populations. Le Niger, c'est étonnant que le Niger ait des problèmes d'électricité, de lumière. Le Niger est un pays en déficit électrique. Et c'est paradoxal que le Niger fournit de l'électricité à la moitié de la France. C'est une utopie, évidemment. Il faut que chacun s'interroge. Voilà, et évidemment qu'il n'y a pas que l'Afrique. Qu'en Afrique, on retrouve de l'uranium. Il y en a surtout en Australie, au Kazakhstan et au Canada. Et pour illustrer ces votations en Suisse, ce dessin de dilemme qu'on va voir, les Suisses vont se prononcer sur l'avenir du nucléaire. Un pansement, donc, à la place du drapeau suisse, ça urge. Et l'actualité de la semaine de dilemme, d'un coup de crayon, c'est aussi évidemment la mort de Fidel Castro. Les Cubains sont tristes, malheureux, déprimés, comme d'habitude, quoi. Rétorque un Cubain. Oui, c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe à Cuba. 2 € pour voter au deuxième tour de la primaire de la droite. Juppé-Fillon, tiens, je vais jouer ça à pile ou face. Ils vont peut-être blindés, en fait, à droite après cette primaire. C'est beaucoup d'argent, Oui, c'est beaucoup d'argent, oui, parce que c'est une opération financière aussi. Bon, c'était accessoire, mais le parti, je crois, a gagné quelques 8 à 9 millions d'euros avec ça. Ils vont encore gagner pas mal. Direction la Turquie également pour Dilemme cette semaine. Erdogan assure qu'il n'a pas de problème avec les journalistes. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils écrivent, dit le président, en parlant du comptage sur le mur d'une prison, du nombre de jours des journalistes emprisonnés. Et enfin, Trump revient sur plusieurs promesses de campagne. Ça y est, il tombe le masque et s'exclament des partisans du Ku Klux Klan. Voilà, toujours aussi drôle. Dilemme, merci à lui. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de kiosque. Merci à vous 4 d'avoir répondu présent à notre invitation, venu commenter, décrypter l'actualité de la semaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Dimanche prochain, c'est le retour de Sylvia Garcia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde.